Quelle est la masse moyenne d'une crotte d'éléphant? Il n'y a pas de question bête et celle-ci ne fait pas exception à la règle. À votre avis, 500 grammes, 1 kg, 5 kg? Raté. La crotte d'un éléphant pèse 18 kg. J'ai bien dit 18. Un éléphant chie donc, en une fois, l'équivalent de près de 4 chats adultes. Ne croyez pas qu'il va aux toilettes 1 ou 2 fois par jour comme nous. Un éléphant peut lâcher un cake de 18 kg toutes les 2 heures. Pas étonnant quand la bête elle-même peut atteindre les 6000 kg. En d'autres termes, un éléphant en bonne santé peut vous offrir un combo entrée plat dessert de crotte qui peut atteindre 150 kg ou l'équivalent de 30 chats par jour. Ça en fait de la boulette. Qu'en est-il d'autres animaux, vous me dites? Les chevaux défèquent jusqu'à 13 fois par jour pour un beau tas de 22 kg de chocolat. Et les pandas? Un panda passe son temps à manger du bambou qu'il ne peut pas digérer. Et quand on ne peut pas digérer quelque chose, on le chie. Du coup, les pandas font la grosse commission à peu près 40 fois par jour. Faut être motivé. Rien que d'y penser, j'ai une flemme galactique. Et ces 40 fois représentent au total près de 10 kg de boulettes de viande. Enfin, de boulettes de bambou plutôt. Il y avait-il des papillons à l'époque des dinosaures? En d'autres termes, est-ce que des beaux papillons suçaient tranquillement du nectar pendant que des T-Rex zigouillaient du tricératops bien gras? Sachez déjà que des papillons du Jurassique ont disparu de la planète 45 millions d'années avant qu'une chenille décide de se métamorphoser en papillon une nouvelle fois. Apparemment donc, au milieu du chaos des dinosaures, une famille d'insectes appelée Chrysopidés a produit des papillons. Mais ils n'étaient pas les papillons qu'on voit faire leur petite vie à sucer du nectar ou votre sueur de nos jours, qui eux sont de la famille des lépidoptères. Mais ça n'empêche pas qu'ils avaient tout pour être des papillons, des insectes qui flottaient en battant des ailes, qui suçaient du nectar, qui avaient des veines, des écailles et des yeux sur leurs ailes. Les Chrysopidés existent toujours, mais les papillons de cette famille n'existent plus. Quant aux papillons modernes des lépidoptères, une étude a montré qu'ils descendent des papillons de nuit qui en ont eu ras le derrière de la nuit et ont préféré vivre de jour. Tout ça pour profiter de l'énorme prolifération de plantes à fleurs qui ont envahi le monde après être apparus pour la première fois il y a 125 millions d'années. Bref, les papillons modernes seraient nés en Amérique centrale et du Nord avant de s'envoler vers d'autres cieux pour envahir tous les continents. Il y avait même des papillons en Antarctique, car il y en avait en Australie, à l'époque où l'Australie et l'Antarctique étaient encore attachés. Et oui, dans le passé, l'Antarctique était un continent chaud avec des forêts et de la vie à foison, et de nombreux papillons, tous plus BG les uns que les autres. Comment un gecko peut-il grimper sur les murs lisses de tes toilettes? Vous avez des vies étranges, mais voilà la réponse. Cela fait des milliers d'années, depuis au moins Aristote il y a 2300 ans, que les humains se demandent comment les font pour grimper sur toutes les surfaces comme si c'était facile. On comprend bien que sur un arbre, plusieurs animaux peuvent le faire sans problème. Mais ni l'un ni l'autre ne pourrait grimper et rester immobile sur un mur parfaitement lisse comme cet escroc. Et puis les scientifiques ont compris cette supercherie. Ce n'est ni une colle spéciale, ni des petits crochets en dessous de ses pattes, ce qui ne laissait que deux possibilités. Soit ils ont un film d'eau sur leurs pattes, soit ils utilisent autre chose. Et les scientifiques ont payé des geckos pour se porter volontaires dans des expériences et ont découvert la vérité. Les geckos utilisent la puissance microscopique de l'univers, les forces de Van der Waals. Ces forces, c'est un peu comme des mini-aimants entre toutes les choses. Imagine que tout autour de toi, il y a des petits câlins invisibles entre les molécules, comme des microscopiques aimants qui attirent les objets les uns aux autres. Ces forces sont très faibles, mais si on en a beaucoup, elles peuvent être très puissantes. Les geckos utilisent ces forces pour grimper sur les murs ou marcher au plafond. Leurs pattes sont couvertes de minuscules poils tellement fins qu'ils peuvent se coller à n'importe quelle surface grâce à ces câlins invisibles. Ça, le gecko peut s'accrocher même au verre sans glisser et se péter la tronche. Est-il possible de créer génétiquement une licorne? Après tout, les narvals et les rhinocéros existent. Alors pourquoi pas un cheval capable d'empaler l'insolence humaine? Cela fait plusieurs milliers d'années que les humains croient au mythe de la licorne. Ce cheval ailé majestueux avec la capacité de faire bien mal là où ça passe. Mais la réalité c'est qu'au mieux, les premiers récits devraient plutôt décrire des animaux avec des défauts génétiques, comme ce taureau dont les cornes n'ont pas grandi comme il fallait, ce qui lui a donné une corne unique. Il faut aussi savoir que les Scandinaves vendaient des défenses de narval en faisant croire aux Européens naïfs qu'elles étaient des cornes de licorne. Techniquement, licorne veut dire une corne, donc les rhinocéros de Java sont des licornes. Mais quand les Européens ont découvert cet animal qui vient d'Asie, ils étaient d'abord très excités à l'idée d'enfin voir une licorne, avant ensuite d'être dégoûtés et de décrire cet animal comme un truc laid et totalement à l'opposé de ce qu'une licorne devrait être. Et si la nature n'en a pas produit, est-ce que l'humain peut le faire à sa place? Créer un animal dont le seul but serait d'être exposé dans des zoos où que des millions d'humains claquent leur fric pour le voir, ce n'est pas ouf. Surtout qu'il serait probable que ces licornes OGM souffriraient d'une vie misérable en captivité. Mais techniquement et scientifiquement, il est bien possible d'en créer. Le plus simple serait de transférer des gènes d'animaux à cornes dans l'ADN d'un cheval, si ces gènes sont compatibles. Mais une fois que la licorne existe, il faut être capable de maintenir cette corne dans sa population. Et pour ça, il faut qu'il y ait un intérêt pour sa survie. En théorie, si on introduit un prédateur là où vivraient ces licornes, elles pourraient utiliser leurs cornes pour se défendre. Ainsi, les chevaux avec des cornes longues et solides et qui apprendraient à l'utiliser auraient de meilleures chances de survie et de pouvoir se reproduire que ceux qui auraient des cornes rikiki. J'ai envie de dire que le temps, l'effort, les implications éthiques sont trop grandes, mais on sait tous que l'insolence humaine n'a aucune limite, donc ne soyez pas étonnés que des licornes soient visibles dans les eaux dans quelques dizaines d'années. Quels sont les animaux qui vivent à la plus haute altitude? Chez les poissons qui vivent à haute altitude, il y a la carpe nue qui vit dans le lac Qinghai, le plus grand lac de Chine, situé à 3266 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chez les mammifères, c'est le rongeur Pilotis xanthropygus qui vit dans les hauts sommets au nord du Chili à plus de
6739 mètres d'altitude. Les chercheurs qui ont découvert que cet animal qui vit aussi au niveau de la mer était également là-haut n'ont pourtant pas vu grand chose à manger, à part de rares lichens, mais il doit bien se goinfrer de choses que ne connaissent pas encore les scientifiques. Pas très loin sont les pikas. Ils vivent à près de 5500 mètres d'altitude dans les montagnes de l'Himalaya. Chez les oiseaux, plusieurs espèces percent les cieux et le meilleur est le vautour de Ruppel, qui vole à plus de 11 000 mètres d'altitude sans problème. 11 km et près de 3 km au-dessus du sommet du mont Everest, le plus haut sommet du monde. Chez les invertébrés, on a bien sûr le tardigrade, l'animal le plus cheaté au monde, qui résiste aussi bien à des températures de près de moins 273 degrés Celsius, soit proche du zéro absolu, que de 151 degrés. Il peut même survivre en orbite dans l'espace, donc il ne compte pas, c'est de l'abus. Derrière, une araignée sauteuse au doux nom de Euophrys omnisuperstes, qui vit à 6699 mètres d'altitude dans les montagnes de l'Himalaya. Et comme l'insolence insupportable des mouches est inarrêtable, elles peuvent elles aussi côtoyer les cieux de l'Himalaya à plus de 6300 mètres d'altitude. Les animaux peuvent-ils détecter les maladies humaines? Oui, et pas que les animaux auxquels vous pensez. Des chercheurs de l'université Paris-Sorbonne ont prouvé que les fourmis Formica fusca qui vivent en Europe peuvent être entraînées à détecter des traces de cancer du sein dans l'urine. Plus exactement, ils les ont entraînées à faire la différence entre l'odeur d'urine de souris qui portait un cancer du sein humain et l'odeur d'urine de souris en bonne santé. Ces fourmis ainsi que d'autres animaux sont capables de détecter des composés chimiques particuliers qui trahissent la présence de ces cancers. Et vos meilleurs amis, chiens et chats, ne sont pas en reste. Une autre étude réalisée par des chercheurs brésiliens a permis d'étudier la même chose chez eux. Une histoire de leur étude sort du lot. Un couple de cinquantenaires, leur chien vivait peinard. Quand du jour au lendemain, il est devenu hystérique. Il aboyait sans cesse et cherchait à vouloir mordre le bas du dos de son maître. Devant cette frénésie, le couple s'est dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils sont allés voir un médecin qui a réalisé une biopsie de la zone lombaire basse du monsieur et le verdict était sans appel, cancer de la peau. Et ce qui a peut-être permis au chien de se rendre compte du problème et que la femme cinquantenaire était déjà traitée d'un tel cancer. Le chien a donc senti les mêmes composés chimiques chez son maître et a permis de détecter en avance la formation du cancer chez lui et l'administration d'un traitement précoce. Les conclusions de cette étude brésilienne sont que chiens et chats peuvent détecter des changements et l'apparition de composés chimiques chez leur maître qui signifie l'apparition d'une nouvelle maladie. Pourquoi les hérissons mangent leurs propres crottes? Parce que pour un hérisson, manger ses crottes c'est comme respirer ou boire de l'eau. C'est la base. Précisément, leur raison principale de le faire est que leur instinct les pousse à le faire. Bien d'autres animaux mangent leurs propres extrêmement chauds et tout mou comme les lapins, les lièvres, les écureuils et les poules par exemple. Ils le font pour la même raison, obtenir davantage de nutriments. Autrement dit, ingérer plus d'éléments essentiels à leur survie. Il arrive que les hérissons n'obtiennent pas assez de nutriments par la nourriture qu'ils mangent car leur système digestif est tout rikiki. Et celui-ci ne permet pas de bien digérer la nourriture de manière efficace. Pour pallier à ce problème, rien de tel que de manger ses crottes. En repassant une deuxième fois dans son système digestif, cette crotte sera plus facilement digérée et les bons nutriments qui vont avec. Cela s'appelle la coprophagie. Et ne vous inquiétez pas, c'est safe et naturel. Enfin, à partir du moment où c'est leur propre crotte et non celle d'un autre animal insolent. Est-ce l'humain qui promène le chien ou le chien qui promène l'humain? La seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'a aucune idée de quand un humain a eu le culot d'aller promener un chien. La domestication du chien date de bien avant l'agriculture, donc à une époque où les humains étaient chasseurs-cueilleurs et nomades au calme de la nature. On a donc toujours marché avec les chiens depuis leur domestication. Et ce n'est devenu qu'une corvée à 5 h du matin sous la pluie en plein hiver que lorsque les humains ont commis l'erreur de passer d'une vie nomade à une vie à l'intérieur de maisons en devenant des limaces inactives et en ramenant les chiens à l'intérieur également pour qu'ils deviennent eux aussi des limaces toutes molles. Et puis il y a eu un changement culturel à partir du moment où les chiens étaient libres de vagabonder comme ils l'entendent au temps moderne, où il est devenu normal de garder son chien dans une maison ou un jardin fermé, c'est-à-dire sous contrôle de l'humain 100% du temps. En parlant de contrôle, à votre avis, de quand date la plus ancienne représentation des chiens avec des colliers et une laisse? La plus ancienne représentation vient de la région du Shuwaimi dans le nord-est de l'Arabie Saoudite. Les archéologues y ont trouvé près de 1400 rochers gravés, dont une montre un homme chasseur accompagné de 13 chiens dont 2 se reliaient à l'humain avec des lignes interprétées comme étant des laisses. Cette roche gravée date de 8000 ans. Quant au collier, il est pensé qu'il aurait été inventé par les Sumériens d'ancienne Mésopotamie il y a quelques milliers d'années, alors que les chiens étaient associés à Gula, déesse de la guérison et de la santé. Bref, humain et chien, qui promène qui? Seul Gula a la réponse insolente. Un exemple de maladie chez les animaux, la chytridiomycose, l'une des maladies animales les plus violentes du monde animal, et pourtant on n'en entend jamais parler. En moins de 30 ans, elle a provoqué l'extinction de plus de 120 espèces animales. J'ai bien dit l'extinction, et 435 espèces sont en train de subir le même sort. Cette maladie est provoquée par un champignon qui a une haine du vivant et veut déglinguer tout amphibien sur son passage. Les premières mortalités massives ont été repérées en Europe, dont la France, où le champignon Batrachocritium dendrobatidis distribue de véritables gifles. En temps normal, c'est un champignon décomposeur du groupe des moisissures qui fait disparaître de la matière organique morte. Mais il a décidé d'ajouter les amphibiens bien vivants à son menu 3 étoiles. Tout commence quand les spores du champignon invisible se baladent dans l'eau et finissent par trouver leur cible amphibienne. Ils s'infiltrent dans sa peau et produisent immédiatement des spores, de minuscules bébés qui se multiplient très vite. Ils envahissent alors la peau de l'amphibien et la démolissent. Elle devient rouge, surtout sur le ventre, et des bouts de peau commencent à se décoller. Parfois, ça crée des croûtes blanches et même des petits ulcères. En gros, c'est comme si la peau se désintégrait. Les amphibiens malades deviennent faiblards. Ils sont en PLS quasi total et ne bougent presque plus. Certains ont un instinct de survie qui cherche à les faire fuir, mais leurs pattes deviennent des bâtons tout raides qui prennent des positions cheloues. Et puis le coup de grâce, le champignon termine
terminent le travail en empêchant l'amphibien de respirer correctement car ils le font à travers leur peau. Ils ne peuvent plus libérer de toxines ni absorber de l'eau non plus. Ils finissent donc par crever en suffoquant sous les attaques incessantes d'un champignon qui va ensuite vite envoyer ses spores pour affecter une autre victime. Est-ce que c'est vrai que le capybara n'a pas de prédateur? Mais qui vous a dit ces foutaises? Oui, le capybara n'est pas un minus fragile vu qu'il fait jusqu'à 1,34 m de long pour 66 voire 90 kg dans la nature. Oui, le capybara est connu pour être l'animal le plus chill de la planète alors qu'il fait ami-ami avec de multiples espèces d'animaux différentes. Ça ne veut pas dire que ces belles fesses de rongeurs ne font pas saliver nombre de prédateurs insolents. Ces mammifères semi-aquatiques qui vivent partout en Amérique du Sud sauf au Chili peuvent vivre jusqu'à 10 ans en captivité, mais seulement 4 dans la nature. Et pas seulement parce qu'ils se font chouchouter par leurs soigneurs dans les eaux, mais plutôt parce qu'un matin tout va bien, et puis 5 minutes plus tard, ils se trouvent museau à museau avec du gros minou, du style du jaguar 158 kg pour 1,85 m de long, ou encore un puma de 2,4 m de long pour 80 kg. Et si ces minous sans pitié pour de la bonne viande sur pattes ne suffisaient pas, les capybaras se font aussi déglinguer par les harpies féroces, cauchemars des cieux, les caïmans, cauchemars des minus aquatiques, ainsi que les anacondas verts et même les piranhas. Bref, le capybara a peut-être l'air chill, mais sa vie est une lutte totale pour ne pas finir en saucisse dans le ventre d'un des multiples criminels qui vivent dans le coin.